Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Inspiré. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Alexia Audvar. Salut Alexia. Bonjour Fabien. Tu es fondatrice de Datactic, tu es également conférencière, data scientist et formatrice sur le sujet notamment de l'IA. On va parler de tout ça et de ce sujet que l'on entend toutes les semaines et que l'on va essayer de décrypter avec toi et de parler aux non-initiés de ce qu'il y a, ce que ça nous apporte et concrètement comment ça va changer, ça change déjà nos vies. J'aimerais d'abord commencer par la première question habituelle. Comment tu te présenterais de façon ludique à un enfant de 5 ans? Si tu devais le faire, comment tu t'y prendrais? Tu as raison, parce qu'il faut choisir son orientation avant 3 ans, il paraît maintenant, donc Paraît-il. paraît-il. Alors du coup, un enfant de 5 ans, je lui dirais, imagine un super détective. Un super détective, mais au lieu d'essayer de trouver les voleurs, il cherche des secrets qui seraient cachés dans des montagnes de jouets. Un data scientist, c'est un peu ça. Il va regarder plein d'informations comme je sais pas, la couleur des petites voitures, la taille de tes ballons, les personnages que tu préfères dans tes livres, etc. Et en regardant toutes ces informations, le data scientist, il va essayer de comprendre des choses plus ou moins rigolotes. Par exemple, si beaucoup d'enfants aiment les petites voitures rouges, alors il va aller dire au fabricant de jouets, il va lui dire, construis plus de petites voitures rouges. Les enfants, ils adorent ça. Ou alors, si tu adores, je sais pas, Pas de patrouille, du coup, peut-être que si tu adores Pas de patrouille, tu vas aussi aimer Dora l'exploratrice. Ça va Et en parler à fait, beaucoup c'est de comme, parents. ouais, bon, là j'ai cité, je sais pas si c'est vraiment vrai tout ça, mais en fait c'est un peu un data scientist, c'est un peu comme un magicien des chiffres et des informations qu'on appelle les données, quoi. Et en fait, il va utiliser sa tête et puis parfois il va utiliser des algorithmes un peu intelligents qui sont faits sur des ordinateurs, donc des espèces de recettes un peu magiques, pour trouver des réponses ou des choses qui sont cachées dans tout ce qu'on sait, quoi. Donc en gros, un data scientist, ça peut être assimilé comme un chercheur de trésors d'informations qui comprend le monde dans lequel on est et puis qui aide aussi à prendre de bonnes décisions. Et puis, par exemple, il peut nous aider à choisir le meilleur paquet de bonbons dans tout le rayon au supermarché, quoi. Mes projets, ils sont pas aussi drôles, en fait, hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, expliquer à un enfant, c'est toujours plus sympa. Ouais, c'est ça. Justement, on va parler de ça. Tu en as parlé de l'algorithme, de la réflexion, etc. Tu as été passionné assez jeune, je crois, de ce qui est informatique et mathématiques, c'est bien ça? Oui, alors en fait, à la base, bon, j'ai toujours bien aimé les mathématiques. L'informatique, les ordinateurs, ils étaient assez primitifs quand j'étais petite quand même, hein. On pouvait jouer, c'était quoi? C'était Pong, des trucs comme ça, là, Pac-Man. Mais bon, ça volait pas très très haut. Et donc à la base, je voulais surtout être professeur des écoles, instituteur, quoi, institutrice, ou professeur de sport, parce que j'adorais le sport et surtout le basket. Et puis en fait, à 18 ans, je me suis blessée, donc j'ai dit au revoir à un projet de prof de sport en allant en STAPS. Et je suis partie un peu par dépit en doc maths informatique en me disant, de toute façon, il me faut je crois que c'était un bac plus 3 à l'époque pour entrer à l'IUFM qui n'existe plus, donc pour faire prof des écoles ou prof tout court. Donc je vais faire ça, puis je verrai bien. Et là, en fait, j'ai découvert l'informatique et surtout la programmation. Et puis du coup, ça m'a plu. J'ai continué en informatique jusqu'en bac plus 5 en me disant, tant pis, je mets un peu de côté le rêve de l'enseignement. Et puis, de toute façon, mieux vaut un plus haut niveau d'études pour après revenir potentiellement à de la formation. Puis en fait, finalement, j'ai bien fait parce que c'est ce que je fais quasiment toutes les semaines, hein. Soit j'interviens auprès de professionnels ou auprès d'étudiants. Donc, mon travail, il est super varié. Euh, et puis du coup, une fois que je suis sortie avec ce bac plus 5 en informatique, j'ai fini mes études à Toulouse et j'ai enchaîné sur 10 ans, 10 ans de projets dans diverses sociétés, donc essentiellement pour de l'aéronautique et de l'aérospatiale. Donc je fabriquais des logiciels, donc il y a des logiciels qui sont embarqués dans la 380, il y en a qui monitorent des satellites. Enfin, quand on y réfléchit, je pense que j'aurais jamais pensé pouvoir faire des trucs comme ça. Mais il y en a plein de logiciels, il y a plein de gens qui font des logiciels, donc en fait nous on a l'habitude, c'est basique maintenant. Et puis après j'ai changé de société et là j'ai participé à la refonte du système informatique d'EDF. Donc en fait EDF
ils existaient depuis longtemps, ils avaient un système informatique qui était un petit peu vieillissant, c'est-à-dire que chaque service avait son application, sa petite base de données, et puis bah, Ils ont voilà, chaque rajouté des service briques sur des briques, quoi. voilà, ouais. Au départ, ils avaient chacun leur petite brique, et puis après, ils se sont rendus compte que il fallait faire passer les données d'un service A, d'un service B. Par exemple, bah, le service clientèle, vous souscrivez à une nouvelle offre. Il faut qu'ils disent au service facturation que vous avez souscrit à une nouvelle offre, parce que ça va quand même un peu impacter votre facture. Et du coup, le fait qu'il y ait des recopies comme ça, un peu dans tous les sens, bah, ça mettait vraiment très longtemps à ce que les systèmes soient à jour. Donc si on demandait notre consommation, enfin, notre facturation, notre consommation en disant bah voilà, je voudrais savoir quelle est ma consommation maintenant là, depuis le début du mois, bah là en fait il leur fallait en gros 10 jours pour pouvoir vous répondre parce que bah, les données elles n'étaient pas à jour dans tous les systèmes. Et donc c'est là qu'on a commencé à regarder le big data. Et donc le big data, si on reprend un peu l'explication du petit de 5 ans, parce que je trouve ça sympa, on peut faire une analogie pardon, avec une montagne de Lego. Donc en fait, on aurait une montagne de Lego qui serait tellement grande bah, qu'on n'arriverait même pas à la voir en entier, quoi. On ne saurait même pas toutes les pièces qu'il y a dedans, toutes les couleurs, les formes, etc. Et du coup, voilà, on aurait vraiment une énorme quantité d'informations. Et en fait, c'est un peu ça le big data, c'est on a des gros volumes de données. Donc les données, ça peut être des photos, ça peut être des vidéos, ça peut être du texte, ça peut être des fichiers, enfin tout ce qu'on peut imaginer, du son, etc. Et donc, bah, le big data, c'est comme si on avait des millions et des millions de petits morceaux d'informations partout. Et là, du coup, le data scientist, là, notre super détective de tout à l'heure, il va utiliser des outils spéciaux, un peu comme des super loupes ou des trieuses magiques, qui vont pouvoir aller regarder dans cette montagne, chercher des informations, voir les choses qui se ressemblent, les choses qui vont ensemble, de façon à mieux comprendre toutes ces données et puis bah, proposer des choses qui vont intéresser des gens. Donc, par exemple, ils pourraient découvrir que toutes les personnes qui aiment les Lego rouges, ils sont passionnés des Lego Star Wars, quoi. Donc voilà, donc le big data, si on résume, c'est une énorme quantité d'informations. Donc en fait, si on prend une information toute seule, c'est tout petit, comme une petite brique de Lego, quoi. Et les data scientists, ils vont être là pour aller fouiller dedans et trouver des secrets de façon à, on dit dans le jargon technique un peu, valoriser les données. Et du coup, c'est un peu comme bah, chercher une petite pièce spéciale dans la montagne de Lego, quoi. Voir bah, le Graal, quoi, qu'il pourrait y avoir là-dedans. Donc voilà, donc du coup, après ce petit passage là où j'ai travaillé pour EDF, donc j'ai fait pas mal de big data, donc j'ai pu traiter bah, toutes les données, commencer à les aider à traiter toutes les données qu'ils avaient. Il manquait la brique qui permettait de voir les données, de faire des graphiques prendre les Lego, faire des graphiques sur les Lego pour savoir combien j'ai de nombre de Lego par couleur, nombre de Lego par forme, par catégorie, etc. Euh, et du coup, bah, tout ça, je me suis auto-formé, que ce soit le big data ou la data visualisation. Et après, j'ai été un petit peu plus loin. J'ai voulu faire du machine learning. Donc, le machine learning, c'est faire apprendre des tâches à une machine sans lui dire vraiment comment faire. Donc, par exemple, je vais lui donner toutes les photos de tous les Lego que j'ai. Et la machine, elle va les trier. Ou la machine, elle va prédire le nombre de Lego que je vais avoir à mon anniversaire. Parce que bah, dans cette machine, je lui ai déjà dit que bah, lors de mes anniversaires ou des Noëls précédents, j'avais eu tel ou tel Lego, quoi. Donc voilà, donc en fait, bah, j'ai commencé en me disant je vais être prof de sport ou institutrice, chose que je ne serai jamais probablement. Mais après, bah, j'ai fait évoluer un peu ma carrière en faisant de l'informatique, du big data, de la data vis, du machine learning. Donc le machine learning, c'est une petite branche de l'intelligence artificielle. Et du coup, bah, je continue enfin, quand je suis sortie de la fac, euh, bah, j'avais un certain niveau en informatique, sauf que l'informatique, ça bouge tout le temps. Et le monde de la data, ça bouge encore plus que l'informatique traditionnelle, on va dire. Et donc, depuis que je suis sortie de la fac, finalement, tous les jours, je continue à m'auto-former et à regarder un peu les nouveautés. Et j'apprends encore plein de choses, bah, pas plus tard que tout à l'heure, là, avant qu'on lance l'enregistrement. Fabien, tu m'as parlé d'un logiciel, j'en avais entendu parler, mais je le connaissais pas particulièrement. Et bon, ça m'arrive tous les jours, hein. Donc c'est bien, ça apprend à être humble parce que c'est impossible de tout savoir
dans ce domaine-là, ça bouge trop vite. Il y a trop de choses à apprendre, mais bon, j'adore ça. Apprendre à apprendre, je pense que ça a été la meilleure chose que j'ai apprise à la fac. Je pense que la fac est très bien pour faire ça. Non, c'est génial, comme tu dis, c'est un monde en mouvement, encore plus ton milieu, donc on va pouvoir décortiquer un peu ensemble. Et l'épisode va sortir dans quelques semaines, en espérant qu'il soit encore valable. Au rythme où ça va. Tu as créé, comme tu dis, tu as été passionné. Tu as été présidente d'un meet-up, Toulouse Data Science, où le but c'était aussi de se réunir tous les mois et de créer des conférences et des moments de partage autour de ces sujets-là, c'est ça? C'est ça. Alors en fait, bah, je vais te raconter un peu l'histoire de cette association. En 2015, euh, Leonardo, qui se reconnaîtra peut-être si un jour il écoute ce podcast, en tout cas je vais lui envoyer le lien, euh, lui était enfin, il est brésilien et il avait fait au Brésil des études en intelligence artificielle, mais quand il est arrivé en France, l'IA c'était pas tendance, donc il a fait plus de l'informatique traditionnelle et il a vu qu'en 2015, ça y est, ça commençait un peu à apprendre et il s'est dit mais moi j'ai envie de me remettre à jour. Et donc pour ça, je vais voir s'il y a des gens qui sont intéressés pour se regrouper régulièrement et qu'on échange un peu sur ce qu'on a appris ou ce qu'on veut apprendre ou même apprendre ensemble de façon à tous monter en compétence sur ces technologies qui... Alors, elles sont anciennes ces technologies, mais finalement, c'était le buzz, c'était vraiment à partir de 2015, quoi. Et donc, bah, Leonardo a commencé à fédérer une dizaine, une quinzaine de personnes. Et puis petit à petit, on a monté une association dont il était le président. Il est resté avec nous pendant 2 ans. Après, il est parti vivre à Paris, donc j'ai pris la présidence. Et l'idée, c'était tous les mois d'organiser des conférences. Donc au début, il n'y avait pas grand monde, on était une vingtaine. À la fin, alors je dis à la fin parce que j'ai lâché la présidence en 2020, juste avant le Covid. On est arrivé à 140 personnes tous les mois, sachant qu'on avait plus de 250 personnes qui s'inscrivaient et donc on ne pouvait pas tous les accueillir dans les lieux. Donc il y avait des gens qui étaient un petit peu déçus. Et voilà, et donc du coup, tous les mois, on a fait venir des gens de partout. Alors, des fois, il y avait des Toulousains qui racontaient des trucs géniaux. On a eu des gens de chez Google, on a eu des Américains. Enfin, les gens venaient d'un peu partout pour faire des conférences accessibles à tous et gratuitement. Donc voilà, après, on avait aussi des ateliers pour apprendre à développer des modèles d'intelligence artificielle. On a fait aussi des ateliers pour lire des papiers de recherche, pour comprendre des papiers de recherche. Donc là, c'était un mode un peu plus avancé. On a fait des ateliers pour participer à des compétitions de data science. Donc c'est des sociétés qui mettent à disposition des données et ils disent à la communauté, voilà, bah, celui qui réussit à résoudre la tâche que je souhaite que vous résolvez, gagnera beaucoup d'argent. Donc les premiers à faire ça, c'était Netflix, qui ont laissé plein d'informations. Et ils ont dit, bah voilà, le premier qui réussit, enfin le premier, celui qui me crée le meilleur moteur de recommandation gagnera. Alors, je me souviens plus la somme, mais il y avait beaucoup de zéros. Et du coup, bah voilà, on a fait tout ça et on a fait aussi des data moritos. Donc ça, la France entière nous les envie. Et en gros, c'était des soirées networking où les gens discutaient. Et c'est vraiment enfin, c'est un chouette épisode de ma vie. J'ai rencontré plein de gens là-bas. Il y a eu des belles histoires. Il y a des gens qui ont fait des reconversions professionnelles. Il y a des gens à qui ça a donné vraiment envie de se plonger dedans. Il y a des personnes qui ont créé des startups et qui ont trouvé leur associé dans ces meet-up-là. On dit meet-up, mais c'est association, pardon. Euh, voilà, enfin, il y a eu vraiment, enfin, c'était un chouette écosystème. Je dis c'était parce que à partir de 2020, du coup, moi, j'ai arrêté. Il y a une nouvelle équipe qui a pris la présidence et qui a assuré, sauf que les pauvres, il y a eu le Covid qui est arrivé, donc ils ont passé tous les événements en distanciel. Donc vous retrouvez à partir de 2020, tous les événements ont été filmés et disponibles sur YouTube. Et puis après, il a fallu attendre que les gens puissent revenir en présentiel. Et donc là, ça recommence. Je crois qu'il y a une nouvelle, enfin j'en suis sûre même, il y a une nouvelle équipe dirigeante là qui a pris la présidence depuis quelques mois. Donc il faut leur laisser le temps et j'espère qu'il y aura autant d'engouement qu'il y en a eu entre 2015 ou 2020 où c'était vraiment fou. Ben, c'est super parce qu'en plus ça permet de se rendre compte que l'intelligence artificielle dans les milieux, on en parlait depuis un certain temps, à tel point que cette association-là devenait très influente, comme tu l'as dit, et vous avez été repéré, enfin tu as été repéré notamment
lorsqu'en 2017, Cédric Villani a voulu faire un rapport, déjà en 2017, il y a 8 ans, sur l'intelligence Mm. artificielle. Oui, en fait, 2017, ça a été enfin, ça a été complètement une date clé pour beaucoup de pays, beaucoup de nations, tout le monde a pris conscience de l'importance qu'allait avoir l'intelligence artificielle à l'avenir. Et chaque nation a fait son plan stratégique de l'intelligence artificielle. Et donc, en France, ça avait été initié un petit peu avant, à la fin du mandat de François Hollande, Axel Lemaire, qui était secrétaire d'État au numérique, avait commencé à auditer une partie de la population française. Mais bon, elle avait pas eu enfin, elle et son équipe n'avaient pas eu beaucoup de temps, mais ils avaient déjà commencé à réfléchir un peu à l'état de l'art, enfin, faire un peu un état de ce qui se passait en France. Et après, quand Emmanuel Macron a été élu président de la République, il a nommé Cédric Villani, donc, qui est très connu pour ses prouesses en mathématiques, vu qu'il a eu la médaille Fields, c'est l'équivalent du prix Nobel en mathématiques. Et du coup, Cédric Villani a interviewé énormément de personnes. Il y a des centaines d'experts qu'il a interviewés, soit sous forme d'interviews, d'auditions, de workshops, etc. Mais il a aussi interviewé plus de 1000 personnes, enfin des milliers de personnes dans la société civile, juste pour avoir un peu leur idée sur la question. Et pour répondre à ta question, en effet, avec le Toulouse Data Science, on a été un petit peu montré du doigt et du coup, j'ai eu la chance d'être interviewé 2 fois, une fois par téléphone et puis une autre fois en audition avec d'autres organisateurs d'associations en France pour dire un peu ce qu'on faisait dans nos régions respectives. Donc c'était une chouette expérience, c'était sympa. Ouais, ça fait toujours de belles expériences. Tu as été aussi développeur avec Google, pardon, Google Développeur Expert pour toute la partie machine learning. C'est une reconnaissance qui souligne ton aspect technique et technologique. Et justement, par rapport à ça, moi j'avais une question, puisque ça fait un petit mois, ça fait presque 10 ans que tu as commencé à entendre parler de l'IA, 7 ans que tu as Datactic. Comment tu as vu l'évolution sur ces années entre quelque chose d'un peu abstrait, peut-être, je sais pas, il y a 10-12 ans qu'on en parlait, et ce que c'est aujourd'hui, est-ce que c'est un rapport avec ce que vous imaginiez il y a 10 ans, quelles ont Mm. été les différentes étapes, hein. Comment tu peux nous expliquer à des personnes non initiées, justement, qui découvrent l'IA avec ChatGPT il y a 2 ans, quoi, alors qu'en fait, comme tu le dis, ça existe depuis 10 ans. Alors en fait, si on veut vraiment être juste, l'IA ça existe depuis 1956. Donc Ok. 1956, c'est la date où la science intelligence artificielle a été créée. Euh, Avant, il y avait déjà eu des prémices de l'intelligence artificielle. En fait, il y a, Alan Turing, par exemple, a décodé le code allemand en utilisant des techniques d'intelligence artificielle. Le premier neurone artificiel a été créé en 1943. Bref, on voit qu'il y a eu plein de choses qui se sont passées avant. Alors pourquoi ça n'a pas buzzé en 1956? Tout simplement parce que si moi je vous dis que quand j'étais au collège, les ordinateurs étaient primitifs, en 1956 c'était vraiment très très primitif. Donc il n'y a pas eu grand-chose qui a été fait. Il y a eu des papiers de recherche, il y a eu des idées, euh, et puis il y a surtout eu beaucoup d'attentes au début qui ont fait que il y a eu tellement d'engouement, l'armée américaine a donné pas mal d'argent aux chercheurs pour essayer euh, de résoudre ce problème d'intelligence artificielle. Alors d'ailleurs, ça me fait penser qu'on n'a pas donné la définition d'intelligence artificielle Ouais, depuis c'est qu'on vrai, discute, c'est vrai. et que peut-être c'est important. L'intelligence artificielle, c'est reproduire toutes les fonctions cognitives humaines dans une machine. Donc en gros, reproduire un cerveau humain dans une machine. Donc c'est quand même super ambitieux comme projet. Euh, et donc voilà, il y a eu beaucoup d'attentes qui n'ont pas. Les ordinateurs étaient trop primitifs, donc personne n'a réussi à atteindre ces objectifs-là. Ce qui fait qu'en fait, on a connu des hivers et des étés de l'IA. Donc en gros, les étés, c'est quand l'armée américaine donnait de l'argent et qu'il y avait des découvertes qui étaient faites, mais pas suffisamment pour atteindre les objectifs que les gens se fixaient. Donc du coup, coupe budgétaire, hop, hiver de l'IA. Donc ça, il y en a eu 3. Et puis en effet, en 2000, on va dire, on va repartir de 2012. Ça, on va pas faire trop d'histoire. En 2012, là, on a commencé à travailler sur des images. Et donc, on a réussi à faire des modèles d'intelligence artificielle qui étaient capables de classifier des images. Donc, par exemple, si vous aviez une image où il y a un Mickey, ça vous disait, OK, il y a un Mickey sur l'image. Ou une image où vous avez un ballon de basket, il y a un ballon de basket sur l'image. L'étape d'après,
ça a été de dire, OK, il y a un Mickey, mais le Mickey, il est là, et on entourait le Mickey d'un petit carré. Et pareil pour le ballon de basket, pareil pour tous les objets. Et puis après, l'étape encore d'après, ça a été de créer des systèmes qui étaient capables de mettre, par exemple, sur ma même image, un Mickey et un ballon de basket, et de détecter qu'il y avait bien un Mickey et un ballon de basket. Et on ne s'est pas arrêté là, parce qu'après, maintenant, on est capable de labelliser pixel par pixel. Une image, c'est fait de petits points, donc on appelle des pixels, et du coup, on est capable de dire exactement les petits points qui représentent le Mickey, et dire, voilà, ça c'est un Mickey, et de dire tous les petits points qui représentent le ballon de basket, et dire, ça c'est un ballon de basket. Bon, le Mickey et le ballon de basket, ça vous servira pas à grand chose, mais par contre, dans un domaine médical, ça va vous dire exactement où sont les tumeurs cancéreuses, par exemple, et combien il y en a, la superficie. Et donc ça, c'est super intéressant. Donc voilà, donc ça, de 2012 à 2017, il y a eu un gros boom sur ce qu'on appelle la vision par ordinateur. Et bon, là, ça tend un petit peu à se stabiliser, mais il y a eu 10 ans où il y a eu beaucoup, beaucoup d'innovations dans ce domaine-là. À partir de 2013, c'est dans le traitement naturel du langage où il y a eu des innovations, c'est-à-dire tout ce qui est traitement du texte. Parce qu'en fait, du texte, pour le traiter dans un ordinateur, il faut le convertir en nombres. Parce que derrière, en fait, c'est que des modèles mathématiques. Donc les modèles mathématiques qui vont faire des opérations sur des nombres et pas du texte. Et en 2013, il y a un système qui a été créé qui s'appelle l'embeddings. L'embedding, c'est en gros, on va être capable, alors attention, ça va être le moment mathématique, ça va pas durer longtemps, de prendre un mot et de le convertir en vecteur. J'espère que ça parle au plus grand nombre d'entre vous. Donc en gros, un espèce de tableau de nombres, quoi. Et l'idée, c'est que quand on crée des embeddings avec du texte, c'est que les mots qui se ressemblent ont des vecteurs qui sont proches. C'est-à-dire que si je calcule le cosinus de l'angle, et je m'arrêterai là pour les maths, en fait, le cosinus de l'angle est tout petit. Donc, c'est-à-dire que l'angle est tout petit. Donc, en fait, les vecteurs sont proches. Et donc, ça veut dire qu'on a été capable d'encoder du texte dans un formalisme qui permettait d'avoir une espèce de sens dans les mots, quoi. Et donc là, à partir de là, on a pu réussir à faire des gros modèles de langage qui ont permis de faire pas mal de choses. Et surtout, la grosse révolution du traitement naturel du langage, comme tu l'as dit. Pour vous, c'est 2022, c'est ChatGPT, grand public. Mais dans le monde de la recherche, c'est 2017. 2017, en fait, il y a une nouvelle architecture mathématique qui s'appelle les transformers, qui a été créée. Et cette architecture, elle permet, quand on lui passe du texte, de comprendre le lien entre tous les mots. Et donc de mieux comprendre les mots. Et donc du coup, ça permet de faire plein d'applications dans le texte. Ça va vous permettre par exemple de faire de l'analyse de sentiments. Donc si je lui prends, on prend Allociné, on prend tous les commentaires d'Allociné, et on est capable de savoir si le commentaire il est positif, négatif. Et peut-être que c'est ce qu'ils utilisent pour avoir après à la fin les petites étoiles. Je sais pas. Non, les gens ils mettent les étoiles, je crois, Gareth. Ouais, les gens ils mettent, c'est encore à l'ancienne. Ouais, c'est encore à l'ancienne. Mais plus tard, on pourrait se dire, les gens ils mettent juste du texte, et en fonction du texte, on arrive à savoir ce qu'ils pensent, quoi. Donc voilà, on peut faire de l'analyse de sentiments, on peut faire de la traduction. C'est pour ça que la traduction, maintenant, si on était étudiant, Fabien, maintenant, on pourrait utiliser les outils de traduction. À notre époque, on pouvait pas, ça se voyait de suite que c'était une machine qui avait traduit. D'ailleurs, et puis maintenant, la traduction est en temps réel maintenant, en plus. C'est en temps réel. C'est incroyable. Complètement. D'ailleurs, j'avais réfléchi à faire traduire mon premier livre. Et du coup, ma co-autrice, elle avait commencé à le traduire à la main parce qu'elle parle super bien anglais. Et je lui dis, mais attends, 240 pages, tu vas passer 3 heures, donc tu vas passer beaucoup d'heures à faire tout ça. Et du coup, je l'avais fourgué à DeepL. À l'époque, c'était le truc à la mode. Et en fait, j'ai une copine qui est prof d'anglais, qui est anglophone, et elle avait relu, elle m'avait dit, mais c'est parfait en fait. Donc c'était assez dingue. Donc voilà, alors je reprends. Analyse de sentiments, traduction, on peut faire de la génération de texte, et ça c'est ce que vous utilisez quand vous utilisez ChatGPT, parce qu'en général les gens ils réduisent l'IA à ChatGPT. Et on peut aussi créer des représentations des mots plus malignes, on peut comprendre la grammaire dans les phrases, on peut faire des résumés, voilà. Et tout ça en fait c'est arrivé en 2013 parce qu'on a été capable d'encoder les mots dans des vecteurs de manière intelligente.
et avec l'architecture qui s'appelle Transformers, là, qui permet de faire les liens entre tous les mots, quoi. Donc voilà, donc ça du coup, bah, ça nous amène un peu à l'histoire d'aujourd'hui, mais pour répondre à ta question, euh, en 2017, en 2017, pour moi, c'était un peu le début de la data dans les entreprises. En général, les entreprises, elles commençaient un peu à se soucier un peu des données qu'elles avaient, de dire, bah voilà, on peut mettre en place des systèmes big data pour récupérer plein de données. On faisait des petites maquettes, des preuves de concept. Souvent, les petits trucs qui étaient créés, ils arrivaient dans les labs innovation pour montrer aux clients qu'on arrivait à faire des trucs sympas. Mais il y avait un petit peu d'application, mais c'était quand même un peu à la marge, quoi. Progressivement, on a vu arriver le cloud. Le cloud, c'est utiliser des data centers. Donc, les data centers, c'est des sociétés qui ont des gros entrepôts où dedans ils mettent des ordinateurs. Et nous, utilisateurs ou clients, on loue des ordinateurs, soit au mois, soit à l'utilisation. Et donc ça permet aux entreprises de ne plus s'embêter à toujours acheter des nouveaux ordinateurs et de gérer quand ils sont en panne et tout ça. C'est le cloud provider qui s'en occupe. Et surtout, ça permet, bah, si un jour on a un pic de charge et qu'on a besoin de plus d'ordi, en fait, il suffit juste de cliquer sur le bouton, de mettre sa carte bleue. Alors, des fois, c'est un petit peu cher, mais en tout cas, pendant quelques temps, hop, on a plus de capacité de calcul et après, on revient à notre utilisation classique. Donc voilà, donc il y a eu l'arrivée du cloud, il y a eu l'arrivée des services managés. Donc les services managés, c'est on loue pas que juste des ordinateurs, mais on loue par exemple des bases de données, on loue des systèmes qui peuvent faire des modèles d'IA, etc. On a vu aussi en parallèle de ça qu'il y avait de plus en plus de gens qui s'intéressaient à la data. L'une des directives d'Emmanuel Macron après la remise du rapport de Cédric Villani, ça a été de dire on essaye de libérer les données. Donc libérer les données, ça fait très slogan, mais c'est l'open data, c'est de la donnée en fait qui est accessible gratuitement à tous, qui est ouverte. Par exemple, tous les menus des cantines sont en open data. Avant, c'est un bon exemple parce que sur Toulouse, ils les mettaient bien en open data, donc tous les parents pouvaient savoir ce qu'allaient manger leurs enfants à la cantine. Mais c'était fait dans une espèce d'image, et nous, data scientist, on pouvait rien en faire. Alors que maintenant, c'est fait dans un espèce de fichier Excel, on va dire. Et bah, si on veut essayer de faire des stats sur les menus des cantines, on peut. D'ailleurs, il y a une startup qui est sortie sur ça. Donc voilà, donc de plus en plus de gens se sont intéressés à la data. En 2018, il y a eu aussi un truc un peu important, c'est la RGPD. Donc la RGPD, c'est, faut que je me trompe pas, Règlement général de protection des données, je crois. Je crois. Et en fait, l'idée de ce règlement, c'est que ça renforce les droits des individus en matière de protection de données personnelles, et ça impose des obligations vraiment très strictes aux entreprises, aux organisations, avec des pénalités s'ils ne respectent pas les règles. Et donc, les pénalités, elles sont quand même assez élevées. Donc ça a changé aussi un petit peu de choses. Et puis voilà, en 2022, il y a eu le chat GTP et puis bah, le boom de l'IA générative. Donc l'IA générative, ça va être créer des nouveaux contenus, générer des nouveaux contenus. Donc ça peut être du texte, ça peut être de la vidéo, ça peut être du code, de l'image, du son, des slides, des podcasts. Enfin bon, il y a tout quoi. Et voilà, donc du coup, il y a eu ChatGPT, le boom de l'IA générative, et là maintenant, ce dont on parle beaucoup, c'est les agents IA. Donc les agents IA, c'est en gros des petites IA qui sont spécialisées et qui vont vous aider à faire des tâches très spécifiques. Donc vous avez des agents par exemple qui vont être capables de vous réserver vos vacances, d'autres qui vont être capables d'aller scruter sur Internet toutes les informations, je sais pas, autour des Lego, tiens, et puis vous faire un résumé régulier sur ça. Là, les agents, c'est le truc ça du fait moment plein là. Ouais, ça fait plein d'applications concrètes. J'ai entendu, alors peut-être que tu as vu le message ou pas, parce que il y a tellement d'informations comme tu dis. C'est Expedia par exemple, tu parlais de voyage. Les gens prennent des photos sur Instagram. Avec la photo sur Instagram, tu dis j'aime bien ça, c'est où?
Eh ben, l'agent d'Expedia via Instagram, c'est un bot en fait, Ok? va te dire ben, où est-ce que c'est, qu'est-ce que tu peux visiter autour, combien de temps il faudrait que tu y ailles idéalement. Et puis ben, moi, Expedia, ben, je vais te préparer ton voyage et te dire exactement en coûts humains ce que je vais te prévoir, ce que tu vas faire, te réserver le vol, l'hôtel, etc. à côté. C'est énorme. C'est C'est énorme. incroyable. Je l'ai testé moi sur Perplexity, Ok. ça. Perplexity, c'est un assistant comme ChatGPT, mais la volonté qu'il a, c'est de se dire, il se positionne pas vraiment comme ChatGPT, même si de plus en plus ils vont être similaires. L'idée, c'était d'avoir un moteur de recherche expérimenté, c'est-à-dire que quand vous cherchez dans Google, vous êtes quand même obligé de faire un peu attention aux mots que vous mettez pour avoir des réponses pertinentes. Alors que là, vous pouvez lui parler comme vous parlez à ChatGPT, et derrière, il va scruter tout Google, récupérer toutes les sources, et puis vous faire une synthèse et vous mettre à chaque fois d'où il tient son information. Et du coup, ça c'est super intéressant parce que l'un des gros problèmes qu'on a avec les IA génératives de texte, c'est de savoir si la donnée qui nous génère, elle est vraie. Parce qu'en fait, ces modèles-là, ils sont un peu stupides. Enfin, en vrai, Ouais. En fait, ils sont faits ils pour prennent en, répondre. ouais, ils prennent en entrée du texte. Donc, on a vu le texte, il est converti en embeddings, en vecteurs. Et le but du modèle, c'est de sortir le mot d'après, sachant les mots qu'il a déjà sortis. Donc, si je me dis, je sais pas, le lion met C, et il faut qu'il trouve le mot d'après, bah, il y a de grandes chances qu'il me dise griffe. Parce il va chercher la probabilité parmi tous les mots qu'il connaît, qui est la plus forte, euh, pour après le lion met C. Alors qu'en fait, on pourrait très bien dire le lion met ses petits, et puis à l'abri après. Mais ça, il y a peu de chances qu'il vous le sorte parce que il va avoir lu beaucoup de textes où ça va toujours être le lion met ses griffes. Et donc, du coup, bah, il va reproduire ce pattern-là. Donc là, c'est un exemple un peu, un peu bateau, mais c'est Justement, un sujet qu'on va avoir souvent. ouais. La problématique du token d'après et de se dire est-ce que est-ce qu'on va pas avoir un texte qui sera tout le temps un peu le même, quoi, un peu formaté. Je sais que Bon, j'interviens dans une école d'ingé, alors s'il y a des étudiants qui nous écoutent, ça les aidera peut-être. Mais pour entrer dans cette école d'ingé, il faut faire une lettre de motivation et on a rigolé parce que toutes les lettres commencent pareil. Parce que tout le monde a utilisé ChatGPT et du coup, ça se voit vraiment. Alors peut-être dans ouais, ça se quelques voit. années, ChatGPT sera plus malin, mais en tout cas, là, on les capte. La critique et l'œil humain est important. On le voit aussi sur les posts LinkedIn. On, on arrive à voir un peu les patterns de Mm. ChatGPT quand c'est utilisé également. Justement, j'aimerais juste revenir là-dessus, sur le côté apprentissage et connaissances. Tu as été co-auteur d'un livre donc en 2019, donc c'est précurseur, hein, sur l'intelligence artificielle et les neurosciences et comment ça révolutionne justement l'apprentissage, qui s'appelle Apprendre demain, qu'on voit pour ceux qui l'ont en vidéo juste à côté. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelle a été son approche avec la co-auteur justement sur la partie IA et sur la partie neurosciences. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme analyse et comme savoir en 2019? Et justement, ce qui est intéressant, c'est comment tu le vois aujourd'hui. Mm. Donc en effet, j'ai écrit ce livre avec Magali Alonso. On l'a écrit en 2018 et il a été publié en 2019. L'idée, c'était que moi, je faisais de l'IA. Et dans l'IA, pour faire des modèles, on utilise des réseaux de neurones. Donc, des réseaux de neurones, c'est une représentation mathématique qui est inspirée un petit peu du fonctionnement des neurones qu'on a tous dans nos cerveaux. Et du coup, je me disais, bah, est-ce que vraiment ça ressemble à la neuroscience? Parce que moi, j'y connaissais rien en neurosciences. Magali, elle avait fait un bac plus 5 en neurosciences et ne trouvant pas trop de travail en neurosciences, ou ayant envie de changer, je ne me souviens plus exactement sa raison, euh, elle avait commencé à se former à l'intelligence artificielle et c'est comme ça que je l'ai rencontrée. Et donc du coup, en discutant toutes les deux, on s'est dit, bah tiens, on pourrait faire un livre. Et puis il se trouve que j'avais été interviewée dans un livre qui était sorti chez Duno peu de temps avant. Donc j'ai contacté l'éditrice, elle a dit banco et on est parti pour un livre. Et l'idée qu'on avait dans ce livre, c'était de se dire, on va expliquer aux gens comment une machine apprend. Donc à l'époque, c'était essentiellement du machine learning et ce qu'on appelle du deep learning. Donc c'est du machine learning, mais avec des réseaux de neurones. D'ailleurs, je
Je sais même pas si on a dit la définition de machine learning. Non, machine Non, je learning et crois pas. deep learning, on l'a pas fait. Ouais. On va le faire du coup parce que sinon ça va être compliqué pour les auditeurs. Peut-être. Machine learning, c'est donner la capacité d'une machine à apprendre sans lui dire explicitement comment faire. Donc, du coup, on fournit des données à la machine et elle va nous faire des tâches. Qu'est-ce que j'ai dit qu'il fallait que je l'explique aussi? Et Et deep machine learning. learning et deep Et learning. deep learning, en fait, c'est la même chose, mais sauf que le modèle mathématique qui est utilisé dedans, il s'inspire d'un réseau de neurones. Voilà. Et du coup, c'est des modèles qui sont plus gros, donc il y a plus de paramètres, qui sont un petit peu plus longs à entraîner. Et la révolution de l'intelligence artificielle aujourd'hui s'appuie sur ces architectures de réseaux là, quoi. De réseaux comme ça. Donc, si on revient sur le livre, donc moi je m'occupais de tout ce qui était IA, je savais faire du deep learning. Magali, elle, savait faire des neurosciences. Donc l'idée, ça a été que moi j'explique toute la partie machine learning, donc comment apprend une machine, et puis d'expliquer le deep learning. Donc si vous achetez ce livre aujourd'hui, le contenu il est toujours vrai et il sera toujours vrai parce que ça fonctionnera, je pense, toujours comme ça. Et après, donc Magali, elle a expliqué comment un humain apprend. Et après, on a fait un petit chapitre qui explique les différences entre l'un et l'autre. Donc, nous, on apprend à partir de données, les humains, eux, apprennent à partir de cartes mentales, de faits, etc. Donc voilà, on expliquait tout ça. Et à la fin, on fait un petit chapitre qui est un peu un chapitre d'ouverture. Et la conclusion du livre, enfin, l'idée, c'est de se dire que l'intelligence artificielle a besoin des neurosciences pour continuer à s'améliorer, parce que plus on apprend à savoir comment marche le cerveau, plus on peut utiliser des systèmes et les transposer un peu dans les modèles de deep learning. Et à contrario, les neurosciences, ont besoin du machine learning et du deep learning, enfin de l'intelligence artificielle, pour essayer de mieux comprendre toutes les données qu'on récupère sur un cerveau d'être humain, sachant que c'est assez compliqué de savoir comment fonctionne un cerveau humain. On peut difficilement ouvrir le crâne de quelqu'un, lui piquer son cerveau, mettre 3-4 électrodes et tester des choses. Euh, donc voilà, donc du coup il y a pas mal de simulations et l'IA les aide beaucoup. Donc en fait le livre, il est toujours d'actualité. Le seul truc c'est que depuis 2019, il y a eu tout ce qui est IA générative et ça, c'est pas dedans, ni. J'ai vu que c'était. Je crois que c'est Apple, j'ai lu ça ce matin, qui a réfléchi à une puce qu'on peut mettre dans le cerveau pour gouverner les smartphones. Et pour l'instant, il y a 19 personnes qui l'ont, cette puce. Bon, je sais pas si on en arrivera tous là, mais. C'est encore un peu loin. Ouais. Si tu devais justement adopter une posture pédagogique à ce sujet, puisque voilà, tu es formatrice, tu donnes des cours, des conférences, etc. Donc je sais que tu as cette approche-là. Euh, Quelle est selon toi l'importance en 2025 de consacrer du temps, de l'énergie et des ressources à la compréhension de l'IA, que ce soit nous à notre niveau personnel ou dans notre métier d'une manière générale? Oui, du coup, bon, je pense que tout le monde l'a compris, l'IA est partout maintenant. L'IA est partout, c'est un sujet de société. Euh, le futur du travail en dépend. On ne sait pas combien d'emplois vont disparaître et combien d'emplois vont être créés. Alors selon les études, euh, la balance est positive ou non, ça dépend un petit peu. Ça pose aussi une question sur la répartition des richesses. Est-ce que tout le monde aura accès à ces outils? Ça pose une question sur la souveraineté économique, sur le devenir de l'espèce humaine. Donc ça, déjà, rien que sur les sujets de société, c'est énorme. C'est aussi un objet politique. On a vu toutes les entreprises, enfin tous les États ont mis en place, en tout cas tous les États industrialisés, on va dire, ont mis en place des stratégies IA. Et puis c'est aussi un outil de compétitivité des entreprises. Moi en 2017, j'intervenais auprès d'industriels qui avaient l'habitude de travailler avec des ingénieurs. Et voilà, et on mettait en place des outils de data. Là, cette semaine, j'ai travaillé avec des architectes, des charpentiers, le mois dernier, j'ai travaillé avec des producteurs de pommes. Enfin, on voit que ou des gens qui font du BTP.
Bref, on voit que là, l'IA touche tous les domaines. Il n'y a personne qui est épargné. Donc former les gens, oui, forcément, on est obligé sur un sujet comme ça qui change tout. euh, on n'a pas le choix. Donc déjà, il va y avoir une formation auprès des étudiants, enfin même dès l'école primaire, je pense, hein. C'est important d'expliquer aux jeunes euh, comment ça marche, comment on s'en sert, euh, quelle est la répercussion quand ils donnent leurs données. Euh, Parce que on ne pourra pas interdire aux jeunes d'aller utiliser de l'IA pour faire leur dissertation, pour faire leur exposé. C'est un outil comme nous, notre génération, on a eu Wikipédia. Et je pense que la génération d'avant se disait, bah non, mais ils ont Wikipédia et ils pourraient aller chercher dans les encyclopédies à la bibliothèque. Bah, c'est un peu pareil, sauf que là, c'est encore plus, quoi. Donc, voilà, les jeunes, il va falloir les former à l'IA pour qu'ils soient mieux armés, que ça évite les dérives, et puis qu'ils puissent contribuer demain au développement de cette technologie de manière éthique et inclusive. Pour ce qui est des non-étudiants, on va dire, des non-jeunes, des un peu plus anciens, c'est pareil. En fait, on va tous avoir de l'IA avec nous. Quand je donne, cette semaine, quand j'ai donné ma formation, ils m'ont tous dit, nous, on n'en a pas besoin. On sait répondre à un appel d'offres, on sait écrire un mail, on sait faire un compte-rendu de réunion. C'est pas la question, en fait. Ils savent le faire et je pense qu'ils le font très très bien. Mais par contre, s'ils utilisent de l'IA, ils vont aller beaucoup plus vite. Peut-être que l'IA va leur générer un appel d'offres qui va peut-être pas être terrible. Mais en tout cas, bah, ça va déjà commencer à les mettre sur la voie. Et puis, ça va leur faire gagner du temps. Et je pense que à la fin de la journée, ils en étaient tous convaincus, quoi. Donc ça, c'est plutôt bien. Ouais, et ça repositionne aussi où est la valeur ajoutée de la personne. C'est ça, c'est ça. Il y a un exemple que j'aime bien prendre parce que dans les métiers qui vont disparaître, il y a les radiologues. À l'époque, quand on était radiologue, c'était quand même le Graal ultime, quoi. Enfin, la personne qui est radiologue dans une famille, on se dit, bah lui, il a bien réussi sa vie et il est tranquille jusqu'à sa retraite, quoi. Moi, mes étudiants de Master 1, là, en ce moment, ils sont en train d'analyser des radios de pneumonie. Ouais, ils m'ont fait trop rire parce que ils ont été chercher quand même ce que c'était qu'une pneumonie et tout ça. Et du coup, avec un simple modèle de machine learning, ils arrivent à détecter à 92% si sur la radio il y a une pneumonie ou pas. Et je me dis, c'est dingue. Enfin, ça veut dire que le radiologue, il va y avoir des gens qui vont être plus forts que mes étudiants, même s'ils sont très forts s'ils m'écoutent, et qui va être capable de faire un modèle qui va être meilleur que le radiologue. Et ça, c'est déjà le cas. Par contre, le radiologue, peut-être que son métier, il va bouger et il va plus être dans l'accompagnement humain. Et au lieu d'envoyer un PDF à minuit aux patients, en leur mettant que du texte qu'ils ne comprennent pas, peut-être qu'il prendra le temps de discuter avec le patient et de dire voilà, vous avez ça, on va vous aider comme ça. Et du coup, ça sera peut-être plus intéressant, quoi. Enfin, en tout cas, pour nous, pour lui, je sais pas, mais. C'est vrai que Donc, le domaine médical, il y a un médecin qui en a parlé là-dessus aussi, où ça fait un petit moment qu'il s'en sert, et enfin, c'est pas le seul, mais à s'en servir, surtout la partie analyse au niveau, tu l'as dit tout à l'heure, au niveau des tumeurs, etc., avec un degré de précision qui est très fin et des fois supérieur à l'humain, parce que l'humain, comme tu l'as dit, quand il passe 12 heures à regarder les radios, peut-être qu'il n'est pas aussi efficient à la 150e radio qu'il regarde au bout de 11 heures de travail qu'à la première au début, bien sûr. tandis qu'il y a cette constance au niveau de l'IA, et il expliquait qu'il y a une vraie valeur et un vrai atout aujourd'hui déjà. Mm. Pour moi, l'IA, c'est pas quelqu'un qui va nous remplacer, c'est un espèce de stagiaire, euh, plutôt bien câblé, à qui on demande Un des bon choses. stagiaire, hein. Un bon stagiaire, qui fait pas le café, mais un bon stagiaire. Et à qui on peut demander des choses, qui nous donne son travail, et après, ça va nous faire gagner du temps, parce qu'il aura déjà un peu mâché le truc, et puis nous, on pourra s'améliorer. Donc j'imagine le radiologue, peut-être qu'il va avoir sa radio avec déjà en fluo la zone à regarder, et voilà, et du coup, il va gagner du temps. Enfin mes architectes qui répondent à des appels d'offres, c'est pareil. Les gens du BTP qui doivent optimiser les plannings sur les chantiers, avec l'IA, ils vont aller plus vite. Mais Ouais, peut-être que l'IA, complètement. des fois, elle va se tromper et voilà, ils corrigeront. Mais comme les stagiaires, pareil. Il faut garder l'aspect humain, je te rejoins là-dessus. Et alors justement, par rapport à ça, tu en as parlé tout à l'heure sur le fait que l'IA, c'est vraiment un enjeu de souveraineté, un enjeu économique pour le pays.
si on prend un peu de hauteur, quelle est la place de la France? Je veux dire par là, quelle est la place de la France et de l'Europe par rapport aux États-Unis avec tous les GAFA qui ont donc cette avance que l'on connaît. Du côté de la Chine avec DeepSeek, bon, il y a Mistral en Europe, je sais. Mais justement, quelle est la place de la France? Est-ce que c'est rattrapable? Est-ce qu'on est en avance, etc. Il y a eu un sommet sur l'IA à Paris il y a quelques mois. Est-ce que c'est juste un effet de façade ou est-ce que vraiment la France et l'Europe d'une manière plus générale a vraiment sa place au niveau international? Et comment va se jouer comme ça pour toi l'enjeu qui, comme tu l'as dit, est assez majeur pour le monde de demain? C'est une très bonne question, parce que beaucoup de gens se disent qu'en France, on est super en retard et qu'on rattrapera jamais les Américains. Euh, je pense que c'est pas une bonne façon de faire en fait. Déjà, il faut partir du principe que nous, on a, comme beaucoup de pays, mis en place une stratégie nationale qui était assez ambitieuse dès 2017-2018. Euh, de là, cette stratégie, on a renforcé la recherche. On a renforcé la recherche parce qu'on a créé ce qu'on appelle des 3 IA. Donc 3 IA, c'est des instituts interdisciplinaires d'intelligence artificielle. Donc il y en a 4 en France. Et ils sont là pour fédérer la recherche. Par-dessus ça, on a créé des chaires d'intelligence artificielle qui, qui font, en fait, c'est comme si vous aviez une forêt avec des arbres et puis là, c'est les ramifications, quoi. On a créé beaucoup de startups. On est, je crois, le deuxième acteur européen au nombre de startups qui utilisent de l'IA, enfin qui utilisent ou créent de l'IA. Donc certes, on est en retard par rapport aux États-Unis, mais si vous regardez le globe, les États-Unis, c'est beaucoup plus gros que la France. Donc déjà, il faudrait essayer de comparer peut-être États-Unis et France. Ce qui nous manque à l'échelle européenne, c'est la puissance de calcul. Il faut savoir que 70% de la puissance de calcul mondiale appartient aux États-Unis. Donc forcément, c'est eux qui ont tous les ordinateurs pour entraîner les grands modèles de langage. Après, une différence majeure qu'on peut avoir entre les États-Unis, l'Europe et l'Asie, c'est que nous, on a fait le choix d'avoir une intelligence artificielle régulée. Donc on fait attention aux données qu'on met dedans. D'un autre côté, on a une intelligence artificielle qui est plus libérale, et puis l'autre, j'en parle pas. Je ne veux pas dire de bêtises. Euh, donc forcément, si on régule, ça amène un petit peu de frein. Mais c'est peut-être aussi pour le bien de tous. Donc dans ce cadre-là, l'Europe là, a créé une réglementation qui s'appelle l'AI Act. Et en fait, ce qu'ils font, c'est que chaque IA est classifiée selon un niveau de risque. Et en fonction du niveau de risque, c'est OK de la mettre sur le marché ou non. Donc voilà, donc il y a cette réglementation-là qui va rentrer en jeu dans pas longtemps, qui est déjà, je ne sais pas trop si c'est déjà opérationnel. C'est dans En les tout cas, tuyaux. c'est dans les tuyaux, ouais. Ça fait un petit moment que c'est dans les tuyaux. Après, il y a d'autres initiatives européennes qui sont intéressantes. Il y a le consortium Open Euro LLM. Donc là, c'est un projet collaboratif où il y a une vingtaine d'institutions de recherche, des entreprises, des centres de calcul de premier plan. Et l'objectif, c'est de créer ce qu'on appelle des modèles de fondation transparents. Donc, les modèles de fondation transparents, c'est des modèles de machine learning comme GPT. Il y a derrière ChatGPT, en fait, dans chaque solution, comme ça, vous avez des modèles. Et donc, l'idée, c'est de créer des modèles qui appartiennent, qui soient créés par des Européens, avec des données qu'on maîtrise complètement, qui respecte toutes les règles RGPD, AI Act, tout qui va bien, quoi, et qu'on puisse utiliser ça partout, que ce soit dans les secteurs publics et privés. Donc là, récemment, il y a eu, je ne sais pas si tu en as entendu parler, on appelle ça des large language models, les gros modèles de langage, qui s'appelait Lucie. Je ne sais pas si elle est morte, je ne sais pas si je le fais au présent ou au passé. Et l'idée, c'était d'avoir une solution d'IA pour l'éducation nationale. D'accord. Et donc, ils ont entraîné le modèle, ils l'ont mis en production, donc les gens pouvaient aller discuter avec Lucie. Sauf que très rapidement, elle a dit, ils se sont rendus compte qu'elle était stupide et qu'elle répondait pas à toutes les questions et que c'était pas une bonne idée de mettre ça entre les mains des enfants. Donc, ils l'ont débranché et ça a été un peu un bad buzz. Donc, c'est un peu dommage parce que il y a des initiatives, mais là, il aurait peut-être mieux fallu attendre un petit peu
et puis sortir quelque chose Plus stable, qui on va soit dire. plus stable, plus mature, quoi. Et Donc justement, voilà. quelles sont selon toi les bonnes pratiques à adopter pour éviter la désinformation, le contenu erroné par rapport à l'IA? Nous, en tant qu'humains, je parle. Comment on peut se prémunir de ça? Ouais, alors il y a pas mal de choses qu'on peut faire. Déjà, c'est d'essayer de voir, de connaître les sources, savoir d'où l'assistant là, il a chopé ces informations pour nous faire ce résumé. Ça, il y a de plus en plus maintenant d'outils qui donnent les sources. Avant, il y avait que Perplexity. Et maintenant, tous les modèles de langage, enfin tous les modèles, les gros modèles de langage, là en tout cas, ils donnent leurs sources. Après, il y a des outils comme, je crois que ça s'appelle SynthID, qui est fait par Google, qui est open source. Et l'idée, c'est que tous les contenus, que ce soit textuel, audio, vidéo, et j'en oublie, images, en fait, ils mettent un petit tag caché, ce qui fait qu'on pourra savoir que ce contenu a été généré par une IA. Et ça, c'est super intéressant parce que on n'en a pas parlé, mais les IA, là, quand elles s'entraînent, elles ont besoin énormément de données. C'est vraiment, c'est stratosphérique. Je crois que c'est 5 milliards de mots qu'elle a besoin. Voilà, l'IA, elle voit 5 milliards de mots pour être entraînée. Et nous, êtres humains, si on lisait 24 heures sur 24, 7 jours pour 7, il nous faudrait à peu près 4000 années humaines pour lire cette quantité d'informations. Et donc, du coup, le fait de taguer le contenu et de dire, ben voilà, ça c'est généré par une IA, ça veut dire que quand on entraînera des modèles dans le futur, on pourra utiliser des données où on sait que c'est des êtres humains qui les ont créés et non des intelligences artificielles. Parce que si on continue, enfin, si on crée des modèles à partir de données qui ont été elles-mêmes générées par des IA, ben, potentiellement, on va avoir un espèce de biais de standardisation du texte, ça va pas être terrible, quoi. Donc ces outils-là sont plutôt intéressants. Alors après, là, c'est tout récent, donc je ne sais pas si ça sera adopté. Et voilà. Et alors, par contre, si ça c'est adopté, ça veut dire que les étudiants, là, quand vous trichez, les profs pourront le savoir plus facilement. Oui, bah, tant pis pour eux. Il va falloir trouver un autre superfuge. Généralement, quand on est étudiant, on a plein d'idées, plein de créativité là-dessus. Tu abordes aussi dans tes formations, souvent, et dans tes prises de parole, le sujet de l'éthique sur l'IA, et notamment la transparence des algorithmes, la gestion des données, l'impact social. Tu peux nous en dire deux mots sur le sujet là-dessus et ta vision? Ouais. Alors, on en a déjà un petit peu parlé je vous ai parlé tout à l'heure des LLM et je vous ai pris l'exemple du lion. Mhm. Et on a vu que comme le but d'un LLM, en fait, c'est de compléter la phrase, donc avec un mécanisme de complétion, son seul objectif, c'est de prédire statistiquement le mot suivant de proche en proche, quoi. Euh, et du coup, ça veut dire que si on utilise un modèle qui a été entraîné que sur des données américaines, ce qui est souvent le cas, du coup, ça veut dire que et qu'on lui pose une question, par exemple, sur du droit français, le truc, il va vous donner une réponse, mais potentiellement basée sur des documents américains, donc sur du droit américain. Et donc, potentiellement, vous allez avoir quelque chose qui va pas être terrible. De même, si on prend GPT, la première version qui est sortie, c'était en 2018 ou 2019. Donc il y a eu plein de versions. Là, on est à la version 4 et j'ai vu qu'ils allaient annoncer la version 5 dans pas longtemps. Et quand vous êtes, par exemple, dans la version 3, il y a une dizaine de modèles, plus d'une dizaine de modèles qui ont été créés à partir de la version 3. Et je sais que le modèle 3.5, lui, il a beaucoup été entraîné sur le site de Reddit. Reddit, c'est un site où il y a des discussions techniques entre hommes blancs américains et en moyenne, ils ont 27 ans. Donc du coup, ça, c'est très loin de la répartition universelle de la population et ça représente pas du tout fidèlement la pensée humaine, quoi. Donc ça, c'est super important de savoir sur quelles données le modèle il a été entraîné. Et donc euh, ça, c'est très dur de savoir. En fait, quand les géants du web, là, ils nous créent les modèles, il y a trois types de modèles. Soit vous avez des modèles où vous payez, où vous y accédez par API. Donc, en gros, une API, c'est un site. Pour vous, ça va être un site web. Donc, voilà, si vous utilisez Gemini, si vous utilisez ChatGPT, le chat, Mistral.
Qu'est-ce qu'on a d'autre? Perplexity. Alors Perplexity, derrière, il pointe sur un de ceux que je viens de vous citer. Il y a Claude d'Anthropique. Bon, Claude, bref, ouais. il y en a vraiment plein. Euh, tous ces modèles, on ne sait pas comment ils ont été entraînés. On ne sait pas leur architecture et on ne peut pas les re-entraîner pour qu'ils apprennent à faire une chose particulière. Par exemple, je ne sais pas s'ils sont incapables de répondre à des questions sur de la charpente. En fait, nous, ce qu'on aimerait, c'est voilà, leur passer des informations de charpente pour qu'ils apprennent à répondre sur des charpentes. En fait, ces modèles-là, voilà, ils ont été créés par des sociétés et on peut les réutiliser, mais on les réutilise comme ils sont. On ne peut rien changer, on ne peut rien savoir. Après, il y a des modèles qu'on peut prendre et réutiliser chez nous. Alors, ça veut dire qu'une entreprise, par exemple, va pouvoir se créer un chat GPT d'entreprise. Alors, ils ne vont pas utiliser le modèle GPT, mais par exemple, ils peuvent utiliser Gemma de chez Google, qui est un modèle open source. Donc vous pouvez le prendre, le mettre chez vous. Et puis là, ils peuvent, s'ils veulent, faire réapprendre des choses à Gemma pour qu'il réponde à mes questions d'architecture. Ce modèle-là, donc il est open. Ça veut dire que je peux le prendre, je peux le réentraîner, mais je ne sais pas exactement les sources de données qu'il a, sur lesquelles il a été utilisé, et son architecture, ça reste quand même pas très clair. Et après, il y a des modèles qui sont pleinement open source. Donc là, par exemple, on va trouver un modèle européen qui s'appelle Bloom. Lucie, dont je vous ai parlé tout à l'heure, sera, si elle ressort un jour, complètement open source. Et là, on sait toutes les données que le modèle a utilisées pour être entraîné. On connaît son architecture et on peut le réentraîner en connaissance de cause. Et du coup, nous, ça veut dire que quand on va réutiliser un modèle, en fonction de celui qu'on va choisir, on ne saura pas comment il a été entraîné. Et potentiellement, il va peut-être pas être compatible avec nos valeurs, nos démocraties, le ton qu'on veut Avoir certains utiliser, biais. etc. Exactement. Et il y a un autre sujet, ça sort un peu de l'éthique, mais ça me tient assez à cœur, c'est l'environnement. Il y a beaucoup de questions environnementales autour Oui. de ces outils. Euh, Il y a il y a une information qui circule sur Internet comme quoi OpenAI, qui est la société qui a fabriqué GPT, aurait utilisé 700 000 litres d'eau pour créer GPT-3. 700 000 litres d'eau, c'est stratosphérique. Alors vous allez me dire pourquoi ça utilise de l'eau? Ça utilise de l'eau parce que ça refroidit, on utilise de l'eau pour refroidir en fait les data centers. Quand nous, on se sert d'un outil comme ChatGPT, si je pose selon la complexité de la question, entre 20 à 50 questions, ça va utiliser un demi-litre d'eau. Donc à mon échelle, on va dire que c'est pas énorme. Mais si tout le monde fait comme moi et pose 20 à 50 questions à ChatGPT tous les jours, on laisse un robinet ouvert, quoi. Un gros robinet ouvert. La création d'une image, c'est 1,8 à 12 litres d'eau. Donc c'est énorme. À chaque fois, quand on veut raffiner, parce que souvent, quand on discute avec un LLM, on utilise des prompts. Donc le prompt, c'est le message qu'on lui donne. Et on utilise souvent une technique de de conversation, pardon. C'est-à-dire que je lui pose une question, hop, il me répond, puis je re-enchaîne, etc. Et quand on fait des images, souvent, on a tendance à faire ça. Dire, voilà, je veux que tu me dessines Fabien en mode Ghibli. Hop, du coup, il va me faire Fabien en mode Ghibli. Puis je vais lui dire, ah non, je voudrais plus que Fabien soit dans une forêt. Hop, tac, il va me redessiner Fabien en mode Ghibli dans la forêt. Et etc. Et à chaque fois, du coup, qu'on fait ça, on utilise une quantité stratosphérique d'eau. L'OCDE a estimé que l'IA pourrait consommer la moitié de ce que prélèvent tous les citoyens du Royaume-Uni tous les ans, d'ici 2027. Donc en 2027, la consommation d'eau pour les IA serait la moitié de la consommation d'eau qu'utilisent les habitants du Royaume-Uni. Je ne sais pas si c'est très clair, il y a beaucoup de comparaisons. Et voilà, du coup, c'est des questions quand même qui sont intéressantes de mentionner, parce que ça veut dire que peut-être que faire des images avec le studio Ghibli, on s'en fout un peu en fait. Ça change pas la face du monde et ça apporte rien, quoi. Et Oui, alors c'est quelle peut-être que appropriation utiliser, on se fait de la technologie. ouais, voilà. Du coup, peut-être sensibiliser les gens à ça. D'ailleurs, je sais pas si toi tu t'es amusé avec le studio Ghibli, moi j'y ai pas du tout touché, mais j'ai vu là sur internet que Donald Trump avait publié un dessin complètement raciste
avec ça, où il y a une dame, on pleure, qui est arrêtée par un agent de l'immigration américaine. Et donc du coup, bah voilà, ils fanfaronnent avec ça. Emmanuel Macron, lui, il a publié un hommage à la protection civile. Donc on voit une dame au JO avec les petits cuissons de la protection civile. Gabriel Attal, alors lui, c'est super amusé parce qu'il a fait toute sa vie avec le studio Ghibli. Enfin, et je me dis, bah ça a aucun intérêt en fait. Hmm. Utilisons l'IA peut-être pour faire des choses bah, qui sont utiles, quoi. Bien sûr. Bah, c'est comme toute technologie. Où est-ce que tu mets le curseur dans l'appropriation? Et tu le dis pour tout. Bah, c'était pareil pour Internet quand tu vas chercher des informations qui sont des fois basiques, hein. Quand tu vois certains qui prennent des photos de leur frigo pour faire des recettes, bon, euh, tu réfléchis un peu, t'as peut-être pas besoin de ça. Ou comme tu as dit, Donald Trump qui s'amuse à faire des photomontages où il est un pape, bon, à part se Ouais, faire critiquer, quel est l'intérêt? Mais c'est vrai que c'est c'est un ça. peu comme toutes les technologies, et tu l'as sur toutes les révolutions, que ce soit industrielles ou techno, où il y a eu ce cas d'usage, et après la question à se poser, c'est clairement intéressant. Mais c'est bien parce que d'en parler, parce que je sais que notamment des JT ont parlé de 5 à 6 litres d'eau, etc. Ils se sont fait débunker très rapidement par tous un peu plus les experts de l'IA en disant mais attendez, d'où vous sortez cette étude? Bah déjà c'est pas de l'eau consommée puisque l'eau elle permet de refroidir mais elle n'est pas Ouais. perdue, donc etc et comment tu l'estimes, etc. Donc c'est bien d'avoir des sources un peu plus fiables comme l'OCDE, etc. et de se rendre compte aussi de l'impact réel. Enfin, c'est vrai que de toute façon, c'est très compliqué de savoir le chiffre exact, Bien sûr. euh, mais ça donne une idée, quoi. Et de se dire qu'on Et utilise 12 litres d'eau pour transformer Donald Trump en pape, en ça n'a pape. aucun intérêt, quoi. Surtout qu'il n'a pas été élu Et en plus, à la fin. non, en plus. Et quel a été ton ressenti? On en parlait, il y a eu le sommet de l'IA il y a quelques mois à Paris. Au-delà des effets d'annonce qu'il y a eu, qu'on a plus ou moins compris, si on devait se projeter maintenant 2 3 mois après, est-ce que ça a eu un impact? Quel a été ton ressenti là-dessus? Est-ce que c'est une bonne pratique pour se remettre un peu au centre de l'échiquier? Et avec quoi on ressort de ça? Nous, comment on va être impacté demain? Oui, alors le sommet de l'IA, c'était en février, Ouais, je crois, c'est ça, hein, février 2025. février-mars, hein, ouais. Et du coup, donc ça avait lieu à Paris. Il y avait des gens de partout, partout dans le monde. Et il y a eu des grosses annonces. Il y a entre autres eu les Émirats Arabes Unis qui ont dit qu'ils allaient construire un data center en France, donc financer un data center en France. Donc normalement, on devait savoir où est-ce que serait implanté ce data center lors du sommet Choose France qui avait lieu il y a quelques semaines, mais finalement, il y a pas, ils n'ont pas dû choisir encore. Euh, alors il y a eu une annonce, on n'en a pas parlé, le chat de Mistral. C'était un peu Oui, en c'est vrai. marge du sommet, c'était juste avant. Ouais, c'est vrai. Mais c'est intéressant parce que Mistral, c'est un acteur français. Là où tous les LLM qu'on utilise, là, tous les assistants, ils sont essentiellement américains ou alors, c'est vrai qu'on n'a pas parlé de DeepSeek qui est chinois, donc on Mhm. parle un petit peu. Enfin, on en a entendu parler il y a quelques mois. Mais voilà, le chat, c'est français. Et puis, bah, finalement, ça marche pas si mal que ça. Ils n'arrêtent pas de rajouter des fonctionnalités, bah, pas plus tard qu'hier. Alors, je dis hier, mais je sais pas quand est-ce que sera publié le podcast, mais en Il y a tout cas, quelques là, semaines? aujourd'hui, on est début mai, mi-mai. Ils ont fait un système où on peut brancher bah, le chat, donc l'équivalent d'un chat GPT, sur nos documents de notre entreprise. Donc, par exemple, si bah, je vais reprendre l'exemple de mes architectes de cette semaine, parce que c'était un besoin qu'elles m'ont mentionné avant même qu'on sache que ça existe. Euh, elles ont plein de documents qu'elles ont écrits, et leur complexité, c'est de trouver dans quel document il y a le paragraphe qui va bien pour un document qu'elles sont en train d'écrire. Et donc, en fait, cette fonctionnalité de recherche, elles n'arrivent pas à avoir un truc vraiment performant. Et donc là, l'avantage, c'est que elles pourront brancher le chat sur leur document Word, tous leurs documents, et du coup, le chat sera capable d'aller leur trouver euh, bah, sur leur base de connaissances, en fait, les informations qui iront bien, quoi. Donc voilà. Donc ça, c'était la petite aparté du chat. Et pour revenir au sommet de l'IA, donc il y a eu beaucoup d'annonces. Il y a une annonce qui est intéressante, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de pays qui aient signé un espèce je sais pas comment dire, de papier autour de l'éthique dans l'IA, qui regroupe un peu les AI Act.
Donc il y a des gens qui sont engagés à suivre une IA responsable et éthique. Donc ça c'est plutôt intéressant. Et puis ça fait du bien d'avoir des choses qui se passent en France avec plein d'annonces sur l'IA en France, quoi. C'est clair, c'est clair. Et justement, si on fait un peu de prospective, comment tu vois, bah, ça bouge très très vite, mais quelles sont pour toi les prochaines évolutions majeures qu'il va y avoir peut-être un prochain mois ou année là-dessus? Qu'est-ce qu'on va attendre de l'IA? Donc, comme tu as dit aujourd'hui, on parle maintenant de l'agent IA. Quelles Oui. sont pour toi les prochaines évolutions, soit que tu attends, ou soit qui devraient arriver dans les prochains mois, années? Alors je n'ai pas de baguette magique pour savoir. Je sais. Mais en effet, tu as raison, là, le boom, c'est les agents. Je pense que là, on va avoir des agents IA pour tout et n'importe quoi dans les prochains mois. Ça va être très dense. Mais je vais m'abstraire un peu de ça et je vais plutôt parler de la technique. Parce que Ouais. la technique, nos modèles d'IA, là, ils fonctionnent sur des réseaux de neurones. Et, et en fait, je pense qu'on arrive un petit peu au bout de ce qu'on peut faire avec les réseaux de neurones. Et je sais qu'il y a des gens qui sont en train de regarder sur comment faire apprendre à une machine des choses sans utiliser cette technique-là ou en utilisant des techniques un Hmm. peu euh, évoluées, quoi. Et du coup, ça, j'aimerais bien savoir si vraiment on va réussir à faire ça. Et est-ce qu'on va réussir à aller jusqu'à l'intelligence artificielle générale, c'est-à-dire que la machine serait l'égale de l'homme. Là, pour l'instant, on est sur de l'intelligence artificielle faible. La machine, voilà, elle est spécialisée dans une tâche. Et puis voilà, elle nous aide bien sur cette tâche-là. Elle est capable de faire nos traductions, nos résumés, générer des images. Mais voilà, il n'y a aucune IA qui est capable de tout faire. Et peut-être que ça sera la combinaison de plusieurs IA qui feront que tout marche bien avec des agents. Enfin, certainement, ça sera sur un truc comme ça. Puis, il y a aussi l'ordinateur quantique qui va arriver. Ou peut-être que ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Mais, euh, mais voilà, pour l'instant, je sais pas trop. La seule chose que j'espère, c'est que on créera des systèmes, des outils qui seront toujours au service des humains et qui feront le bien. Voilà, reste dans le monde un peu des bisounours pour reprendre le début où on parlait des jouets. Au moins, on boucle la boucle, On boucle. c'est parfait. Est-ce qu'il y a un dernier sujet que tu aimerais aborder avant la fin de cet épisode? Un sujet, un questionnement ou une remarque sur ce sujet-là et sur tes connaissances? Non, je crois qu'on a fait quand même le tour de pas mal de choses. Non, Euh, ça a été assez exhaustif. non, après, alors la question qu'on me pose souvent, c'est ok, ça bouge, comment je peux faire pour me tenir à jour? Ah ouais, comment faire de la Euh, veille, hein. Et c'est vrai que c'est pas facile parce que alors, si vous êtes un peu technique, je pense que vous pouvez aller voir du côté de Yann Lequin, qui est le gourou français du deep learning et qui est responsable de l'IA chez Meta, le groupe qui a Facebook. Donc Yann Lequin, il a toujours des bonnes idées, moi je trouve. Il y a un petit blog qui s'appelle Daily Dose of Data Science, qui est pas mal. Andrew Ng, pour moi, c'est mon maître à penser un peu. C'est lui qui m'a tout appris parce qu'à l'époque, quand je me suis formé, il n'y avait pas de formation où on pouvait s'inscrire. En fait, on se débrouillait tout seul. Et du coup, Andrew Ng, il était prof à Stanford. Et du coup, ses cours étaient disponibles sur la plateforme Coursera. Et Andrew Karpathy aussi, que j'aime bien, qui est prof à Stanford. Donc ça, c'est pour ceux qui sont un peu plus techniques. Et ceux qui sont moins techniques, il y a une revue qui s'appelle ActuIA, que j'aime bien, moi, qui couvre un peu les côtés techniques et un peu le côté applicatif. Et sinon, après, vous avez toujours les numériques, le monde informatique, qui est peut-être un peu plus grand public. C'est vrai que moi, j'y vais pas trop, mais je pense que ça retrace. On retrouve les nouveautés des outils qui sortent tous les jours, là. Ouais, Voilà. ça permet de faire une petite veille malgré tout, Ouais, c'est sûr. mais De se ActuIA, tenir c'est au fait. français. On peut les soutenir, c'est pas très cher. Alors, c'est qu'il y a 4 numéros par an et c'est vraiment top. Et après, ils ont un site internet où il y a une mailing list tous les jours, où il y a 3-4 news, quoi. Cool. Mais écoute, en tous les cas, merci à toi, Alexia, pour ce partage de vision, d'informations sur l'IA, pour avoir réussi à vulgariser ce sujet-là, parce qu'on a quand même réussi à parler de machine learning, de deep learning, d'IA générative, d'agent IA, etc. en 1 heure de temps. Et je pense C'est ça. que Et ça a de été fait de Lego, de façon petites voitures.
et aussi de Lego de Euh, petites voitures, et le voilà. tout de façon assez pédagogique, je pense, même pour les Lego. Donc ça, c'est pas mal. Tu as donc un nouveau livre qui est sorti plus récent que Apprendre demain. Tu peux me rappeler le titre, s'il te plaît? Oui, il s'appelle Machine Learning Using TensorFlow Cookbook. Ok. Voilà pourquoi je ne l'avais plus en tête. Parce qu'il est en anglais. Il est en anglais. Après, c'est pas le livre le plus récent pour faire du TensorFlow, donc je vais pas être bien vendeuse de mon livre, mais je pense que vous trouverez plus à jour parce il a déjà 3 ans. Mais en fait, 3 ans, c'est énorme dans l'univers de. Bien sûr, bien sûr. Alors Ben, il y a que aussi le précédent livre qui Ouais, est Apprendre demain. plus vieux, finalement, a mieux vieilli. Parce que Et plus actuel, presque. voilà, il est plus actuel, même s'il n'y a pas l'IA génératif dedans. On peut te suivre également sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn. Ouais, sur LinkedIn principalement, où tu publies des choses sur le sujet. Donc comme ça, on mettra aussi les liens en dessous de cet épisode. Et puis vous pourrez continuer à suivre Alexia son parcours. Et puis qui sait, peut-être dans 2 ou 3 ans, dans une prochaine saison, pour faire un point de l'état d'avancée de ce merveilleux monde de l'IA et de tout ce que l'on découvre au fil des jours et des semaines. En tout cas, avec plaisir. Je note l'invitation. Merci à vous pour cet épisode, d'avoir suivi cet épisode, pardon, que vous pouvez retrouver en audio sur l'ensemble des plateformes, que ce soit Deezer, Apple, Spotify ou Amazon. Vous pouvez également retrouver l'épisode en vidéo sur YouTube, LinkedIn et Instagram. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour un prochain épisode. Salut!